Mais les en liberté. Bonjour Mathieu Kleibé à Boninck et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du printemps de septembre et de nous avoir rejoints à Toulouse pour un entretien, non pas en présence du public, hélas, comme nous le faisons habituellement, mais nous le regrettons vivement, mais en même temps, nous sommes ravis quand même de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui et l'enregistrement sera disponible sur le site de l'adresse du printemps de septembre. Alors j'étais intriguée de lire dans vos biographies Mathieu Kleibé à Boninck, né à Paris, Guyane française. Et c'est déjà une façon, m'avez-vous expliqué, d'élargir cette question du lieu de naissance, car vous êtes né à Paris, mais vous êtes arrivé en Guyane aussitôt après, lorsque vous aviez 10 jours à peine, votre mère étant guyanaise. Et le temps est donné de penser le monde, les choses, de penser les idées, sous l'angle de la mobilité, de la mémoire et de la subjectivité. Et sur cette question de la subjectivité, nous reviendrons. Vous êtes diplômé de l'École d'art de Marseille en 2002, puis vous avez poursuivi vos recherches à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris de 2006 à 2008. Vous avez présenté vos travaux très diversifiés de vidéos, photographies, installations ou dessins dans de très nombreuses expositions individuelles et collectives, parmi lesquelles je citerai très peu d'entre elles, mais Orphelin de Fanon, en 2011-2012, à la ferme du Buisson, dont le titre, me semble-t-il, livre lui aussi quelque chose du sens de votre travail. Une autre exposition, ce fut Intense Proximité, en 2012, sous le commissariat d'Okuan-Vezor, dont je rappellerai qu'il se réclamait d'une constellation post-coloniale. Et je mentionnerai encore, parmi ces multiples expositions, votre participation au pavillon belge Personne et les autres, sous le commissariat de Catherine Agrégos, de la 56e Biennale de Venise, en The World Searchers, conçue elle aussi par Okuan-Vezor. Vous avez été pensionnaire de la Villa Médicis à Rome en 2016-2017 et vous êtes accompagné par la galerie Marcel Alix à Paris. Votre travail a pour fil conducteur l'histoire coloniale, l'histoire des hégémonies qui ont fondé nos sociétés actuelles, et en lien, expliquez-vous, avec l'histoire de votre famille, un grand-père infirmier militaire au Gabon et entomologiste. Vous vous êtes particulièrement intéressé aux objets fabriqués et aux objets naturels, aux imaginaires qui les entourent, comme à la dimension politique de leur collecte. Notamment dans le cadre de la mission Dakar-Djibouti et de l'Afrique fantôme de Michel Léris, ce qui a donné lieu, entre autres, à l'installation Secteur 9B de prophylaxie de la maladie du sommeil et au film Secteur 9B en 2015. Vous avez interrogé la patrimonialisation des objets, les systèmes de domination auxquels ils renvoient, mais aussi leur puissance spécifique, c'est quelque chose qui vous appartient très, très singulièrement, leur puissance spécifique, leur pouvoir contemporain, dites-vous, de ces objets. Votre travail est en affinité avec celui d'autres artistes, Kapwaniki Bwanga, Otobong Nkanga, par exemple, ou Sami Balogi, qui travaillent aussi sur des archives pour mettre au jour des pans de l'histoire coloniale, postcoloniale et décoloniale, les asymétries des rapports de pouvoir et leurs héritages. Vous êtes donc artiste, mais vous êtes aussi commissaire d'exposition, et vous évoquez aussi vos affinités avec les partis pris, par exemple, de Clémentine Delis et son formidable travail à Francfort. Vous êtes programmateur de films, vous êtes chercheur, vous préparez actuellement une thèse de doctorat. Et ce qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui, vous êtes également directeur de la collection culture des éditions B42. Tout cela, en fait, étant étroitement connecté, nous aurons l'occasion d'y revenir. Vous donnez l'une des clés de ces connexions, me semble-t-il, lorsque vous expliquez, dans Le Chercheur et ses doubles, que l'enjeu, je vous cite, que l'enjeu et la difficulté consistent à rendre ces considérations palpables. Et c'est en cela, poursuivez-vous, que réside l'intérêt d'une approche subjective. Alors, des conditions palpables pour rendre cette histoire présente pour les regardeurs, et revendiquer une approche subjective, ça n'est pas banal, et c'est un peu à contre-courant de tout un parti pris
universitaires, souvent, qui se réclament de la distanciation, de l'intellectualisation, de la scientificité, et qui se méfient beaucoup de cette subjectivité en revendiquant dans son histoire une certaine objectivité ou une neutralité axiologique avec Max Weber, enfin quelque chose comme ça qui garantirait la neutralité d'une approche. En quelques mots, fondée en 2008 par Alexandre Dimos, qui en assure la direction éditoriale, les éditions B42 publient des ouvrages qui portent sur le design graphique, la typographie, Alexandre Dimos étant lui-même graphiste, et qui portent aussi sur la création contemporaine, en proposant des traductions de textes majeurs et en publiant des essais. Alors, il y a vraiment beaucoup de titres maintenant dans cette collection et j'invite tout le monde à aller voir, à aller découvrir le site qui est très, très bien conçu. Mais je voudrais citer, parce que beaucoup de nos auditeurs sont historiens de l'art universitaires ou ils sont étudiants à l'école d'art. Et je voudrais citer juste une publication de 2014, par exemple, de ces éditions B42, qui est la reprise de Voir le voir de John Berger, avec 4 autres auteurs, initialement publié en 1972, et qui est un brûlot, en fait, s'attaquant à, je cite, la mauvaise foi qui sévit dans l'histoire de l'art, en partant de l'idée que le concept d'héritage culturel national exploite l'autorité de l'art pour glorifier le système social actuel et son échelle de valeur. Il me semble que voilà, ça donne un peu le ton des éditions, mais aussi de votre travail et de ce que vous allez défendre, ce que vous défendez dans la collection Culture. Le pitch de cette collection Culture sur le site des éditions annonce qu'elle vise à faire connaître des textes qui s'inscrivent dans un projet de décolonisation et de décanonisation des savoirs, en étant axé plus spécifiquement sur des textes critiques et militants, appartenant au champ de l'histoire de l'art, de l'anthropologie ou des sciences sociales. Et vous dites inscrire cette collection dans une conversation avec des textes publiés chez François Maspero, Les Prairies ordinaires, Amsterdam, des femmes, Présence africaine ou Cambourakisme, m'avez-vous dit. Donc voilà cette petite présentation pour découvrir un peu votre chemin. Et je vais vous donner la parole. Nous avons tracé un peu ensemble un fil conducteur pour nos échanges qui vont nous permettre de découvrir à la fois vos premiers travaux et puis d'en venir dans un second temps à la collection B42. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Donc oui, effectivement, je voulais, moi, il me semblait que ce qui était intéressant, c'est d'essayer de retracer un peu la genèse de cette collaboration avec Alexandre Dimos et avec les éditions B42, en reprenant un peu les choses depuis le début, c'est-à-dire que la première fois que nous travaillons ensemble, c'est dans le cadre d'une exposition à laquelle j'avais été invité à être le commissaire d'exposition, donc une exposition qui s'appelait Self as Disappearance, et donc une exposition qui a eu lieu en 2010 à la synagogue de Delme. Et c'est intéressant aussi parce que là, je rentre... cette introduction, c'est aussi prendre les choses en tant que commissaire d'exposition et non pas en tant qu'artiste. Et qui était à l'époque, pour moi, au moment où j'ai construit cette exposition, une façon d'essayer de fabriquer ou de rendre visible toute une famille d'artistes que je ne voyais pas en France à l'époque. Quelqu'un comme Adam Pendleton, c'était sa première exposition en France. Egyu Yang aussi, Coco Fusco avait déjà montré des œuvres en France, mais jamais une installation aussi grande. Donc c'était aussi une façon de dire, de rentrer déjà dans ce travail de diffusion et d'organisation comme ça, de pensée qui, moi, m'était précieuse et qui n'étaient pas encore ce qu'elles sont maintenant, c'est-à-dire beaucoup plus présentes dans les lieux d'exposition ou dans l'espace de l'art contemporain.
Donc voilà un peu la collaboration avec De Valence, donc, puisque ce n'était pas une collaboration avec B42. Donc là, quelques images de l'exposition. Et donc on a prolongé ce travail. Donc là, par exemple, avec une affiche du premier court-métrage d'une réalisatrice qui s'appelle Sarah Maldoror, qui est malheureusement décédée cette année. Et qui est quelqu'un qui a été aussi très importante pour moi et qui a produit notamment des films dans les années 60, 70, 80, 90 et qui, dans les années 60 et 70, ont accompagné les mouvements de décolonisation d'Afrique lusophone. Donc ça, c'est une autre collaboration avec De Valence, encore une autre. Et je montre tous ces objets, tous ces moments de discussion, parce que ce sont aussi des discussions sur la forme, bien sûr, mais sur aussi le fond de tout ce projet. C'est-à-dire, par exemple, Filmer avec les Ballantes, c'est une compilation de 4 articles écrits par Suzanne Lipinska quand elle est dans les maquis de Guinée-Bissau et en 1970. Et donc c'est aussi de ça qu'on discute avec Alexandre au moment où on conçoit cette réédition, on conçoit ce travail de traduction d'articles en français vers l'anglais, en se posant la question de la diffusion justement de ces textes, de l'organisation de ces textes et vraiment de leur mise à disposition. Et l'idée, on va dire, de cette collection, elle naît de toutes ces petites touches qui sont la construction d'un paysage politique et aussi d'un paysage esthétique. Donc voilà le livre. Quand tu parles de forme, c'est-à-dire que le design graphique est lui-même chargé de sens dans sa forme même. Le design, en tout cas, moi, n'étant pas designer, je ne peux pas répondre, mais en tout cas, des conversations que nous avons eues avec Alexandre, oui, bien sûr. Et c'est vraiment cette articulation, en tout cas, qui, je crois, est travaillée par tout un pan du catalogue de B42 et qui est aussi du studio de graphisme de Valence. Et ça nous amène, donc ça c'est tout donc qui est toute cette question du livre et de la traduction notamment a toujours été très important pour moi. Donc je m'arrête aussi sur cette petite image qui est une œuvre qui s'appelle Fanon Coup Coupé, que j'ai commencé en 2011, qui est une espèce de grand, une façon de montrer toutes les traductions des livres de Frantz Fanon. Et qui est pour moi aussi une façon de montrer tous les malentendus autour de l'œuvre de Frantz Fanon. Donc qui sont plus ou moins manifestes en fonction des traductions. Je passe vite, mais parce que je voudrais arriver à ce projet qui va vraiment donner en fait quelques axes. Oui, qui va donner quelques axes de recherche et quelques axes, quelques envies en fait de dépasser juste ces collaborations en termes de discussion autour du graphisme et avec ce projet qui s'appelle Collecte coloniale et affect, Rampe et dédoublé, et qui est un projet qui naît à la suite de ma participation à la 8e Biennale de Berlin. Où justement, avec l'aide de Catalina Lozano et Lotte Arndt, nous avions construit durant la Biennale de Berlin des quatre journées de rencontres qui interrogeaient autant la présence des objets ethnographiques dans les musées occidentaux que les politiques de restitution qu'il faudrait, ou en tout cas une réflexion sur les politiques de restitution qui pourraient, comme ça, essayer de rétablir ces asymétries. Et à la suite de ces journées, on a décidé de fabriquer ce livre qui rassemblait un certain nombre d'auteurs et d'autrices, d'artistes aussi,
Pour le sommaire, on a autant Julien Bondaz, Lotte Arndt, que Candice Line, que Françoise Vergès, et qui essayaient de prendre par des axes différents toute cette question, autant donc de la présence des objets, mais par exemple pour Françoise Vergès, c'est aussi l'invisibilisation de l'esclavage dans un musée comme le Louvre, de la figure de l'esclave. Donc il y avait comme ça une espèce de champ assez large qui nous a amené en fait à la suite de ça, à construire la collection culture. Ouais. Juste de ramper des doublés et de Le chercheur et ses doubles, Anne Lafont, dans un numéro de la revue Critique consacré à l'art noir, publié cette année, l'été dernier, en 2020, écrit, et ça me semble très juste, je voudrais juste la citer, écrit que toi et les autres auteurs recourent aux outils théoriques les plus récents des sciences humaines pour révéler une production artistique contemporaine dont l'objet et le projet convergent dans la reformulation de nos sociétés post-nationales, de nos réflexions post-disciplinaires et de nos utopies sociales et politiques post-raciales. Donc c'est ça, en fait, c'est aujourd'hui inventer des formes post-nationales, post-disciplinaires, post-raciales. C'est un peu quelque chose qui te tient à cœur dans toutes tes activités? Alors, post-racial. En fait, disons que je vois l'horizon du post-racial, mais de fait, notre présent n'est pas celui-là, en tout cas. Donc, je dirais que il y a une dimension peut-être d'analyse politique, mais aussi un volontarisme. Il y a un volontarisme, et surtout il y a une façon d'imaginer avec quels outils on peut interroger notre présent en France, ou en tout cas dans certains... parce que c'est des textes en français. Il y a beaucoup de traductions. Et donc, il y a beaucoup aussi de... pour moi, le post-racial, par exemple. Ouais. Il me semble qu'il y a ce désir peut-être comme ça, de se dire que la race n'existe pas, ou ce genre de choses. Et en fait, notre présent, on se doit de le penser et de le penser avec des auteurs et des autrices qui aussi l'ont pensé ailleurs. Et notamment, je pense à ça parce que un des derniers livres que nous avons sorti est le livre de Paul Gilroy qui s'appelle Mélancolie postcoloniale, et qui nous permet justement de nous interroger sur ce qui se joue dans les anciens empires coloniaux, même si pour le cas de la France, c'est un peu encore différent, puisque on peut s'interroger sur le statut des Antilles, Guyane, Réunion, sur leur sur le statut, et surtout sur la violence politique, sociale, institutionnelle qui s'exerce sur tout un pan de la société française. Donc c'est pour ça que le post-racial, moi je l'entends pas, oui, comme horizon peut-être. Pas comme si c'était fait. Peut-être comme horizon, en tout cas comme réalité au présent, c'est plutôt un lieu de lutte. Oui, c'est ça, comme lieu de lutte. Donc les livres sont là comme des espèces de marqueurs, d'outils et de questions aussi, de défis. Des débats. Oui. Enfin, pour le coup, Mélancolie postcoloniale, par exemple, l'histoire de ce livre, quand on a commencé à vouloir le publier, c'était il y a 3 ans. Et là, toutes ces questions, parce que c'est un classique, en fait, tout simplement. C'est L'Atlantique noir en est un, qui a été publié par Cargo en premier en 2003, et ensuite qui a été repris par les éditions Amsterdam.
Et du coup, et l'Atlantique Noir pour moi, enfin, même si je le prends en tant qu'étudiant, jeune étudiant qui sort des Beaux-Arts, enfin peine sorti des Beaux-Arts, lire l'Atlantique Noir, ça change complètement mon rapport à l'art, mon rapport à la culture, mon rapport aussi à mon propre déplacement. C'est ça, tout d'un coup un décentrement. Tout d'un coup, il y a un décentrement qui se fait, et qui se fait à la suite aussi de la documenta de Cassel, qui avait été déjà, dont Okwuenuezor était le commissaire, et qui a là aussi est un vrai changement. Oui. Un vrai changement Oui. Donc il y a des choses comme ça, et pour moi c'est aussi ce que j'avais trouvé précieux à l'époque, c'est d'avoir la possibilité de lire ces textes en français, puisque mon anglais était assez rudimentaire, on va dire, et c'est comme ça que j'imagine cette construction d'une bibliothèque, en tout cas. Donc mais j'ai perdu le fil, je crois. Je suis désolé. Non, c'est bien, on peut continuer sur les ouvrages de la collection Culture. Parce que nous reviendrons sur... peut-être je peux passer peut-être sur un livre qui me tient, oui, qui me tient beaucoup. En fait, qui devait être le premier livre publié dans la collection Culture. Il se trouve que c'est le 3e. Puisqu'il y en a 2 autres avant, donc Art Queer de Renate Lorenz et la gentrification des esprits de Sarah Schulman. Ouais. Et en fait, ce livre, moi je l'ai fait justement en pensant, parce que peut-être, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais sur comment se construit aussi ce projet. Évidemment, bien c'est sûr. Que, bien sûr. En fait, je ne sais pas si ça passe à la caméra, là. Mais en publiant mon Musée de la cocaïne, moi je pensais beaucoup à ce livre de Michel Bach-Strobel qui s'appelle Des gens de l'or, et qui est en fait un livre qui est sous-titré Mémoire des orpailleurs créoles du Maroni, et qui s'intéresse particulièrement à toute cette migration des travailleurs venant de Sainte-Lucie, donc qui était une colonie anglophone, et qui sont venus en Guyane pour remonter le fleuve et chercher de l'or. Et quand j'ai lu Mon musée de la cocaïne, j'ai pensé tout d'un coup que Michael Taussig construisait potentiellement avec son projet nous montrer un futur potentiel de la Guyane dite française. Donc avec sa militarisation, avec justement le commerce de la cocaïne qui devient de plus en plus présent, et avec qui charrie avec elle son lot de violence et qui s'ancre dans l'esclavage. Alors ce livre est un objet étrange en fait, tout à fait fascinant, hein, puisque là, oui, tu voulais aussi montrer l'autre source. Oui, qui est un autre texte assez important, qui s'appelle Shamanism, Colonialism and the Wild Man, une étude sur la terreur et le soin, et qui est là aussi quelque chose, qui sont des textes importants. Et c'est très éclairant, effectivement, d'avoir ces sources, parce que ce musée de la cocaïne, c'est un objet absolument étrange. C'est quelque chose qui tient du rapport d'anthropologue, du journal de voyage, avec des curieux accents presque à la William Burroughs par moment, et de l'essai politique, très clairement. C'est donc la traduction française d'un ouvrage initialement publié par les presses universitaires de Chicago en 2014. Et Michael Taussig est un anthropologue australien qui est enseignant à l'Université de Columbia à New York, dont les premiers travaux en 1969 le conduisirent en Colombie. Et en enquêtant sur l'or et la cocaïne, il écrit une histoire de l'oppression et de l'esclavage en se proposant de bâtir un musée, rien de moins qu'un musée de la cocaïne, contre-image absolue pour lui du musée de l'or de la Banque de la République à Bogota, où se côtoient
tu viens d'en parler, mais des orpailleurs, des conquistadors, des pirates, des esclaves africains, des ingénieurs russes et des guérilleros marxistes. Et avec des tas de références, c'est complètement éblouissant, avec Walter Benjamin, parce qu'il travaille beaucoup avec Walter Benjamin, d'autres auteurs d'ailleurs de la collection aussi, Kafka, Joseph Beuys, qui arrive étrangement là, plus dans sa légende d'ailleurs que dans la véracité de sa production et de sa vie et de son œuvre. Donc c'est un ouvrage absolument incroyable dans sa rédaction même. Alors oui, c'est un ouvrage absolument incroyable. Et moi, je dirais que c'était aussi pour cette raison qu'on... c'était un des premiers livres auxquels j'ai pensé quand j'ai proposé, quand on a discuté avec Alexandre Dimos de ce projet de collection. Parce que justement, Taussig travaille à une écriture qui fait un peu... lui, il parle de faire... il reprend justement Benjamin avec cette idée de faire exploser le passé dans le présent. Et avec aussi cette idée du montage, donc Burroughs fait effectivement, puisqu'il y a ces effets des fois très violents de coupure, de césure, et qui est aussi pour moi une manière d'adresser la violence des histoires qu'il manipule. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué dans Shamanism et qui est présent dans tous les livres de Michael Taussig. Peut-être celui où c'est le plus manifeste, c'est dans The Magic of the State. Mais justement, il y a cette façon de trouver le bon rythme, le bon montage, la bonne temporalité pour pouvoir évoquer en fait la violence de la conquête, la violence de l'esclavage en Amérique du Sud et la violence contemporaine. Et ça, c'est des choses qui moi, m'importaient vraiment autant pour la forme que pour le fond. C'est-à-dire que quand je parle d'un futur potentiel de la Guyane dite française, il y a déjà des orpailleurs qui se défendent à coups de mitraillettes en Guyane dite française, des orpailleurs illégaux. Donc et il y a déjà ce commerce de cocaïne très prégnant. Et donc c'est aussi se dire, il y a des outils qui nous permettent de penser peut-être la situation contemporaine de ce qui est entre guillemets un département français. Oui, c'est ça. On a un état des lieux et à la fin de la lecture de l'ouvrage, on a l'impression de connaître tous les rouages et tous les fonds et les bas-fonds et toutes les articulations du quotidien des gens aussi. C'est ça. C'est-à-dire en partant de la petite histoire, des rencontres, de témoignages qui se construisent en même temps que des analyses sociopolitiques et des analyses du fonctionnement du capitalisme international actuel. Absolument. Et je reviens sur le musée, puisque Rampé dédoublé, il était aussi question des musées et des objets conservés dans des musées. Et c'était aussi pour moi une bonne façon d'adresser cette question de quel type de musée construire. Et pour moi, c'est ce qui est assez fabuleux dans le livre de Taussig, c'est qu'on a vraiment... chaque chapitre est une salle. Et on a vraiment une circulation comme ça dans des constructions labyrinthiques et en même temps qui restent assez précises et politiquement. Et si on parle de scientificité, oui, et c'est un ouvrage très, très précis à plein d'endroits. Mais il va faire un chapitre qui parle de l'ennui. Et il met dans une de ces salles de musée l'ennui. Et en tant qu'anthropologue, je trouve que c'est une proposition plutôt très intéressante et qui n'est pas sans me ramener, moi, au temps que j'ai pu passer en compagnie de Michel Leiris en lisant L'Afrique fantôme. C'est ça.
Oui. En fait, quand je faisais référence tout à l'heure à ces connexions que tu mettais en œuvre, là, c'est exactement cela. On se sent comme devant tes installations, c'est-à-dire que ça nous donne à voir, à savoir, à comprendre, à partager. Et il y a une dimension très pédagogique, finalement, dans ce parti pris. Oui, oui, absolument. Enfin, une de mes premières expositions s'appelait A Minor Sense of Didacticism. Ah oui, c'est Donc, ça. oui, c'est quelque chose qui m'intéresse en tout cas, qui est vraiment. Et c'est là encore, c'est pour ça que je parle. Enfin, ça, c'est un livre dont je voulais pas forcément. En fait, avant de passer au Oui, suivant, pardon. Autant pour moi. alors moi je l'ai très furieusement noté parce que Oui. tellement de choses m'intéressaient, mais est-ce que tu accepterais de lire peut-être Oui, un absolument. bref passage et peut-être la toute fin de l'épilogue à la page 328 Alors, je ne sais pas si je vais... qui pourrait, me semble-t-il, assez bien donner à comprendre le style de Michael Tossing. Je suis pas sûr d'être un très bon lecteur, mais je vais. Alors, cela raconte une autre histoire de la coca. Une histoire bien différente de celle qui se déroule actuellement sur les rives du fleuve Timbiki. Mais puisque les productions des orfèvres Kogi occupent une large partie du musée de l'or, installé au cœur de la Banque de la République, aussi ce lieu est-il habité par l'esprit Kogi qui cherche à délivrer l'histoire, un esprit sur lequel repose tout ce qui peut avoir de la valeur dans cela. Mon musée de la cocaïne. De ce fait, et pour cette raison même, j'espère que les dieux qui se trouveront endormis dans le musée, les 500 dieux, se réveilleront et reviendront à la vie dans le grand fracas des vitrines qui voleront en éclats. Voici le miracle qui m'anime. Une raison d'écrire d'étranges textes apotropaïques, comme mon musée de la cocaïne, remplis d'incantations, de centaines voire de milliers d'incantations visant à conjurer l'horreur du réifié, à commencer par l'explosion de ces vitrines, dont le rôle est de confirmer l'idée selon laquelle vous êtes vous et que ça, c'est ça. Les objets en captivité que vous regardez depuis l'extérieur. Mais c'en est fini. Aux côtés des fantômes de l'esclavage, longtemps invisibles, les dieux qui viennent de s'animer vont réveiller les passés et les lieux lointains qui, jusqu'alors figés, n'émettaient plus qu'un léger bruissement, tapis dans les grands livres des banques et les compteuses des billets. Les fantômes et les dieux retirent la peau de l'argent. Ils le font redevenir boue puis pierre. Des centaines de milliers, de millions de pierres blanches et oranges comme des jaunes d'œufs séchouant sur les rives des fleuves dans toute la Colombie et qui, foulés par les enfants de retour de l'école sous la chaleur de midi, émettent des tintements de plomb, plaintives et néanmoins joyeuses, comme l'ardent gémissement des cloches qui hurlent en l'honneur des morts heure après heure, toute la journée, et dont le son résonne encore longtemps après qu'elles se soient tues. Merci Mathieu. Tu voulais je pense que c'est cet épilogue est absolument incroyable. Mais en tout cas, il y a vraiment le projet de Michael Tossing. Oui. Avec qui tu partages cette horreur de la réification. Oui. En tout cas, une discussion sur la réification, absolument. Oui. Bon. Est-ce qu'on peut... Oui, en fait, je voulais juste... parce qu'il y a ce livre qu'on avait publié qui est pour une esthétique de l'émancipation et qui est pour le coup vraiment, moi, un livre que je pensais pour des... Enfin, je me disais, j'aurais adoré avoir eu la possibilité de lire ce livre quand j'étais étudiant en art. Ça m'aurait permis de clarifier quelques méfiances, quelques sensations, et ça m'aurait permis d'aborder plus sereinement mon rapport à certaines artistes et à certains artistes. Et voilà. De gagner du temps, en quelque sorte, de gagner du temps dans la réflexion, d'éviter des pièges. Non, et puis aussi de comprendre que toutes ces questions de biographie, toute cette nécessité du travail à plusieurs et l'existence du travail à plusieurs, tout ça sont finalement des choses qui ont eu une existence et qui ont eu une existence qui a été très peu discutée et très peu mise en avant.
et qui a été beaucoup tu, censuré, masqué. Oui. Et Oui, pour la construction de cette figure de l'auteur, Oui. de l'auteur qui est majoritairement blanc, qui est tout le temps un homme. Donc ça m'aurait vraiment permis de faire exploser tout ça. Ouais. L'émancipation, c'est aussi une question de place. On parlait tout à l'heure de décentrement, c'est ça, c'est la place Oui. à la fois de l'auteur et de celui qui regarde, de celui qui agit, et de comment on peut prendre place justement et agir. Oui, absolument. Absolument. Bien, on continue notre découverte. Donc oui. Voilà. Donc avec cette ligne de couleurs oui, représenter l'Amérique noire. Absolument, parce que en fait, je voulais parler de ce livre parce que W.E.B. Du Bois est un sociologue majeur, si ce n'est le père de la sociologie. Oui. Et en fait, il développe il va développer au début du XXe siècle toute cette série de graphiques pour mettre en image des données qu'il recueille. Il va proposer dans le cadre de l'exposition des Nègres d'Amérique, dans le cadre de l'exposition universelle de 1900. C'est ça. Et en associant des photographies, des objets et des inventions graphiques. Absolument. Et je le montre parce que c'est vraiment un moment de rencontre assez important entre le projet de BK, outre que le livre est absolument, tout ce qui est développé par Du Bois est incroyable. C'est aussi un moment de rencontre entre le projet de B42 et vraiment où il y a quelque chose qui est de se dire, effectivement, les outils du design graphique nous permettent formellement et conceptuellement d'aborder des questions des questions d'une autre manière, des questions de rendre palpable des chiffres, des problèmes, des données d'une autre manière. Oui. Et donc une conscience politique qui est traduite dans ces formes qui peuvent appartenir au constructionnisme ou à l'abstraction, à l'abstraction géométrique. D'ailleurs, elles continuent à avoir une vie parce qu'un artiste comme C. Astorgate, par exemple, a repris tous ces schémas de Du Bois pour en faire aussi des peintures. Absolument. Donc ça continue aussi une espèce de conversation. Oui, finalement, on voit la société africaine-américaine des États-Unis au lendemain de la guerre de sécession et de l'abolition de l'esclavage. Dans ce travail-là, on a une cartographie directe. Oui, on a une cartographie directe et en même temps, on a quelque chose... après, ça, je pense que Alexandre serait plus à même d'en parler que moi, mais qui, à mon sens, a un impact et une façon de nous permettre de rentrer dans tout ça. Moi, je trouve que ce sont des outils très sophistiqués. Oui, très sophistiqués et très efficaces. Et ce qui nous amène à Gilroy. Mélancolie. Alors qui est le dernier livre. Enfin, c'est un livre qui est assez récent, en fait. Oui, c'est 2020. Donc oui, c'est ça. La publication. Cet ouvrage de Paul Gilroy, qui est initialement publié en 2005 sous le titre de Post-Colonial Melancholia, lui-même repris d'un écrit initial, publié sous le titre After Empire, Melancholia Convivial Culture, en 2004, dans lequel, dans ce titre, l'idée de partage était présente. Elle a un peu disparu ensuite, et c'est quelque chose qui est extrêmement important, et ce que l'on peut mettre aussi en lien avec les autres titres dont tu viens de parler, et tous les autres titres de la collection d'ailleurs, parce que c'est vraiment cela, c'est vraiment un dialogue qui s'instaure avec le lecteur.
C'est un partage à la fois de connaissances, mais de réflexions, de positions politiques, bien sûr, et de propositions aussi, de propositions pour inventer quelque chose du côté de ce qu'il serait possible d'instaurer. Quand tu parlais de post-racialisme, enfin de société post-raciale à conquérir et à construire, finalement, la position de Gilroy, là, est tout à fait passionnante parce qu'il reprend dans la lignée de ses analyses anciennes l'idée que, à la base de tout ce qui se passe de distorsion et de dysfonctionnement dans le monde actuel, eh bien, il y a le racisme. Et que c'est le racisme qui est à l'origine du colonialisme, et que c'est aussi un fantasme de toute puissance qui a conduit l'Occident au colonialisme et à tout ce que l'on en sait, et que c'est finalement la sortie du colonial, la contrainte à sortir du colonial, qui a créé cette perte, cette sortie du fantasme de toute puissance, qui se traduit actuellement dans ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, dans les drames et la terreur qui concernent les immigrations, les migrants. Et donc, c'est tout cela qu'il analyse dans cet ouvrage et dont il parle. Et en même temps, il va aussi aller plus loin sur l'agentivité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire de cela et où est-ce qu'on va trouver des choses qui permettraient de concevoir le monde autrement et de le partager. Oui, du coup, en fait, je reviens parce que effectivement, le terme de post-race, en fait, l'idée c'est de... Oui, en fait, enfin, je pense qu'on va pouvoir en discuter. Effectivement, en fait, pour Gilroy, c'est aussi tracer des espèces de généalogies. Ouais. Du Boy, c'est d'ailleurs présent dans Mélancolie postcoloniale. Donc c'est aussi essayer de voir comment des projets et progressistes et antiracistes ont pu naître dans le courant du XXe siècle, puisque ce livre a été écrit juste après le 11 septembre 2001. Oui. Et donc c'est dans cet espace politique dans lequel réfléchit Gilroy. Et moi, il me semblait que c'était un texte fondamental, autant qu'a pu l'être l'Atlantique noir, notamment parce qu'effectivement, il montre assez bien la dynamique du peuple anglais, puisqu'il parle du peuple anglais, mais il l'ouvre quand même au peuple européen, aux empires, enfin aux anciens empires, en montrant un peu cette dynamique du déni. Et aussi parce qu'il y a le fantasme de la toute-puissance, mais il y a aussi le déni et l'absence de reconnaissance de ce qui s'est joué pendant la période coloniale. Et donc, il appelle, c'est vraiment un appel, Paul Gilroy, à regarder en face cette histoire-là. Et aussi, il appelle à... ou peut-être c'est moi qui le prolonge, mais en tout cas à sentir les continuités entre cette période coloniale et notre période contemporaine. Ce qu'on appellerait cette colonialité du pouvoir, c'est-à-dire cette existence dans le présent de tout un ensemble de modes d'administration des corps, des textes et qui se retrouvent aussi dans le présent. Et oui, à tel point que c'est formidable d'avoir obtenu de lui la rédaction d'une préface. Et il commence sa préface en disant, voilà, aujourd'hui c'est le Brexit, et ce sont les horreurs des conséquences de ce Brexit que nous vivons. Donc il actualise un peu toute sa réflexion en partant de aujourd'hui, le présent. Oui, d'un moment de rupture et qui est dans un sens... qui se pose presque contre l'utopie qu'essaie de fabriquer Paul Gilroy, puisqu'il en parle aussi d'utopie. Et après, il pose aussi des questions sur quelle agentivité, qu'est-ce que ce serait un antiracisme, qui est une question, en fait, moi, qui m'occupe, bien que ne militant pas.
Néanmoins, je constate que l'antiracisme des années 4... Enfin, l'antiracisme en France a une longue histoire, mais l'antiracisme qui a été, que moi j'ai vu, c'était l'antiracisme notamment des années 80, qui avait été complètement, on va dire, étouffé par le PS, notamment avec quelque chose qui, quand j'y pense encore maintenant, qui était touche pas à mon pote, tout ce genre de choses, et et pour moi, il y a eu des moments de rupture ces 15 dernières années, notamment avec le PIR, avec le Parti des indigènes de la République, qui ont quand même été ceux qui ont vraiment affirmé et construit un antiracisme décolonial. Ouais. Et qui était une voix qu'on n'avait pas entendue et qui, en reprenant ce signe, ce titre d'indigène de la République, qui avec bien sûr tout ce jeu sur le stigmate, recréer cette continuité entre colonisation et racisme institutionnel sur le territoire métropolitain. Ouais. Et pour en sortir de ce racisme institutionnel et ordinaire, en fait, Gilroy revient à l'art, il revient à des productions artistiques, il revient à la danse, au hip-hop, au mouvement du rock against racism, justement. Il cherche dans le vernaculaire, dans le quotidien des alors je ne sais pas quel mot il faut dire, hybridation, créolisation, métissage, en fait, tous ces mots étant connotés et largement sujets à débat. Mais en tout cas, voilà, dans ces rencontres et dans ce qu'elles rendent possible. Oui, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est là dès l'Atlantique noir. C'est-à-dire que ce sont des lieux où... effectivement, la résistance s'opère, et la résistance s'opère aussi parce qu'elle est capable d'intégrer beaucoup de, on va dire, de sources, et elles sont déjà le jeu d'un déplacement. Et moi, c'est ce que je trouve très opérant, en fait, dans la pensée de Paul Gilroy. C'est peut-être que là aussi, on pourrait lire quelques passages. Si tu veux bien, Mathieu, qui pourrait donner un peu quelque chose à comprendre de Gilroy dans cette mélancolie postcoloniale. Oui, par exemple. Lequel peut-être la page 92, un extrait du chapitre « Le cosmopolitisme en question ». Quand il dit « Nous sommes confrontés aux défis ». Et jusqu'à où? À enrichir. Jusqu'à la différence. Liquider la différence, ça serait une belle. Je le vois pas. Tu vois. Alors je vais juste avant, il est certainement. Alors oui, je sais bien. Nous sommes confrontés au défi d'appartenir au même présent, de synchroniser les différences et d'articuler les espoirs cosmopolites en partant d'en bas plutôt qu'en les imposant d'en haut. Ce défi peut contribuer à nous faire découvrir comment inventer des conceptions de l'humanité fondées sur l'hypothèse de l'égalité de tous et allant au-delà de la question de la tolérance pour promouvoir activement l'irréductible valeur de l'unité dans la diversité. Soit une autre conception du cosmopolitisme qui mérite d'être explorée et dont l'intérêt, du point de vue de la politique multiculturelle, réside dans son refus de la centralité de l'État et dans son style vernaculaire séduisant. Loin des recettes de bonne gouvernance édictées d'en haut, cette variante pourrait être décrite comme un cosmopolitisme vulgaire ou démotique qui attribue une valeur civique et éthique au processus d'exposition à l'altérité. Ce type de sensibilité cosmopolite exalte les vertus et les paradoxes ordinaires. Écoute, regard, discrétion, amitié, susceptibles d'être cultivés à la chaleur des confrontations prosaïques avec la différence et leur capacité de nous enrichir. La connaissance de soi que l'on peut acquérir grâce à la fréquentation des étrangers est certes précieuse, mais elle n'est plus l'enjeu principal.
Il faut dès lors se demander comment cultiver la capacité d'agir moralement et dans un esprit de justice non seulement face à l'austérité, implorante ou hostile, mais en réaction aux accès de xénophobie et de violence qui menacent de submerger, purifier ou liquider la différence. Voilà. Donc s'il y a toute cette revendication que les choses partent d'en bas et ne viennent pas d'en haut, tout ce qui est capable de construire quelque chose de commun, de mettre en commun dans l'action et dans le partage, et dans l'amitié, dit-il, en fait. Oui. Mais chez lui, ça n'est pas un vœu pieux, ça n'est pas une formule creuse, parce que justement, il y donne de la substance, lui aussi. Il y donne des faits, il relate des moments, il retranscrit, il analyse à la fois le passé, mais aussi l'actualité. Et tout cela est très puissant en termes d'écriture également. Oui, je trouve aussi. Et en fait, ça me fait penser à quelque chose auquel... c'est que j'ai lu récemment l'autobiographie de Stuart Hall. Et justement, en fait, ça parle beaucoup de ça, en fait, cette autobiographie de ces étudiants qui se rencontrent, qui s'auto-organisent. Et c'est très très beau, même si effectivement c'est un texte assez étrange parce que c'est Stuart Hall qui le rédige avec quelqu'un qui va l'aider à mettre tout ça en forme. Donc on sent vraiment les sutures dans le texte. Mais ça me fait penser vraiment à ça, en fait. À cette façon de trouver les outils, se construire les outils, qui est aussi l'histoire des études culturelles de toutes les façons. Ouais, absolument. Et il reparle de l'hospitalité un peu plus loin. Oui, et ça, c'est aussi tellement important. Oui. On a beaucoup de travaux là-dessus. Derrida qui avait théorisé la question de l'hospitalité, de l'hospitalité, de cette ambiguïté dans laquelle nous sommes. Mais cette question aujourd'hui tellement aiguë avec les drames des migrants, je lis juste quelques lignes. Ça, c'est dans le chapitre « Comment en est-on arrivé là ?» Et aussi que cette défaillance persistante de l'hospitalité britannique va bien au-delà de la simple gestion des effets internes de l'immigration massive. On ne dira jamais assez qu'il ne s'agit pas à la base d'une question de race, même si elle est comprise et vécue comme telle par beaucoup de gens. C'est la mécanique du racisme qui engendre l'ordre des vérités raciales et non l'inverse. Et en fait, beaucoup des auteurs que tu publies dans cette question reviennent là-dessus, reviennent sur cette analyse de ce que l'on a pu faire de l'idée de race depuis l'anthropologie et depuis les connaissances soi-disant scientifiques qui posaient l'existence d'une race et le dépassement de cette notion, ce sur quoi tu as travaillé aussi dans ton dialogue avec Anne Lafont, pour considérer que ce qu'il nous faut travailler actuellement, c'est bien, encore une fois, le racisme. Ouais, en fait, Gilroy a aussi, je pense que c'est dans Mélancolie postcoloniale, quelque chose il parle du racisme comme d'une rationalité irrationnelle. Et oui, et c'est quelque chose que, en tout cas, moi, c'est en ça que, c'est pour le coup, je suis très heureux qu'on ait publié ce texte. C'est que c'est l'Atlantique Noir, grâce à l'Atlantique Noir, par exemple, que j'ai pu commencer à toucher du doigt la centralité du racisme dans la construction de la modernité. Ouais. C'est-à-dire que en fait, cette histoire du racisme moi, tel que je l'ai appris dans on va dire, à l'école républicaine, c'est potentiellement comme une espèce de dommage collatéral. Et en fait, grâce à Gilroy, grâce à beaucoup d'autres auteurs et autrices, il y a un renversement qui se fait et en fait, on se rend compte que oui, effectivement, le racisme et l'esclavage sont vraiment au centre de ce projet moderne. Et qui sont finalement au cœur du projet capitaliste. Et donc c'est aussi arriver à prendre tous ces éléments et tout ça nous permet de
oui, de lire autrement en fait notre présent. Et en tout cas, moi, c'est comme ça c'est en ça que ça m'aide à travailler, c'est en ça que ça m'aide à, à, ouais, à me positionner. Après, il y a il y a aussi la violence de l'État, tout simplement. Enfin, tout simplement, dans sa brutalité la plus extrême, il y a le profilage racial, il y a tout cet ensemble de faits que moi je ne subis pas, puisque effectivement je parle depuis une place qui est la place du privilège. Hein. Et donc néanmoins, cette question, oui, elle nous occupe, je pense. Elle nous occupe. C'est un problème qu'il faut qu'on... Et ce nouage de nationalisme, racisme et capitalisme est extrêmement bien mis en évidence ici, bien sûr. Oui. Dans le dernier chapitre, la dialectique négative de la convivialité, il conclut sur la nécessité d'une nouvelle cartographie antiraciste de l'Europe, axée sur la nature et les caractéristiques de la condition postcoloniale du continent, explorant l'hybridité des cultures urbaines et le cosmopolitisme créolisé de leur histoire dans le dur labeur de construction d'une culture postcoloniale. Mais on voit aussi aujourd'hui quand même l'hostilité et les résistances à ce changement de paradigme dont tu viens de parler, à ce décentrement, avec tous les débats récents qui ont donné lieu à des tribunes dans le monde sur... y compris des psychanalystes contre le postcolonial, et les universitaires ne manquent pas aussi de se déchirer sur la question. On en est là quand même aujourd'hui. Oui. Mais oui, après, je pense qu'effectivement, il y a un ensemble... En fait, moi, je dirais que je trouve ça plutôt bon signe. Parce que je trouve ça plutôt bon signe, parce que ça veut dire que... par exemple, tout le projet en fait, que nous avons avec Culture, avec Alexandre Dimos, c'est vraiment une toute petite goutte d'eau. Mais il y a énormément de gens qui travaillent. Quand je disais, moi, je ne suis pas militant, c'est parce que je pense qu'éditer des livres ou faire une thèse ou faire de l'art, on va être un peu... on va se dire que c'est pas du militantisme. Par contre, il y a des groupes militants qui s'organisent, qui ont une voix de plus en plus forte et de plus en plus qui est de plus en plus audible et qui est de plus en plus relayée. Et donc je trouve que toutes ces réactions, à mon sens, elles sont plutôt c'est bon signe, parce qu'au moins c'est au débat. Au moins, c'est sur la place publique. Après, c'est aussi cette espèce de violence qu'il faut arriver à dépasser, absolument. Oui. Mais vivre ensemble. Je ne sais pas si tu as mis... au-delà du vivre ensemble, c'est pas... à mon sens, il y a des vrais jeux de reconnaissance. Il y a des vrais jeux de reconnaissance et il y a des changements drastiques qui doivent être opérés dans le fonctionnement de l'État et qui vont être... après, on peut en parler, mais qui touchent aussi à des choses... qui sont de l'ordre de la construction de la psyché, à mon sens. Mais ça, c'est plus, moi, des directions qui m'intéresseraient personnellement. Et qui... Oui, la position de la psyché, ça veut dire la place de celui qui est sujet, vraiment sujet, par rapport au monde. En fait, bon, ça, c'est aussi des débats qu'il y a eu entre des traditions... c'est quelque chose qui pourrait opposer par exemple C.L.R. James à Wilson Harris. Moi, c'est vrai que je me sens plus proche de Wilson Harris, qui va défendre une position qui serait qu'on doit d'abord changer, on doit d'abord travailler à changer la psyché de l'individu pour pouvoir changer les institutions. Alors que quelqu'un comme C.L.R. James irait plutôt, ou comme Fanon,
irait dans une direction qui serait plutôt de changer les institutions pour arriver à modifier la psyché. Oui. Donc c'est des mouvements. Donc on peut reprocher à Harris, ce qui lui a tout souvent été dit, que c'est le mouvement du libéralisme, c'est-à-dire que c'est l'individu qui doit prendre en charge sa propre. C'est l'individu sans l'État, dans un sens. Alors que je pense que c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais pour dire, moi en tout cas, comment mais je vois. ça rejoint quand même Gilroy avec sa position de revendiquer ce qui se construit par le bas, par les gens entre eux, et c'est vrai. Effectivement dans une position qui remet en question la position surplombante de l'État. C'est vrai. C'est vrai. Je crois qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps de parler alors, et c'est dommage Je suis désolé. de ce prochain ouvrage, juste 2 minutes peut-être, sur le conflit n'est pas une agression, rhétorique de la souffrance, responsabilité collective et devoir de réparation de Sarah Schulman, qui va bientôt paraître. Qui va paraître en février. Et qui prolonge en fait, enfin qui prolonge pas, mais qui est vraiment, comme le dit si bien Vanina Géré dans sa postface à la gentrification, c'est vraiment on va dire la troisième partie d'une trilogie entre guillemets. Et voilà, c'est un texte auquel on tenait. Moi, c'est un texte que je connaissais pas. Et qui en fait m'a paru, comme souvent chez Sarah Schulman, être une fabuleuse leçon de militantisme justement, et c'est ce que je garde beaucoup du texte. Et voilà, je sais que tu voulais en lire un extrait. Si nous avons encore un petit peu de temps éventuellement. Alors, c'est curieux parce que dans ça n'a rien à voir évidemment, mais Sarah Schulman est quelque part proche de Bon Musée de la cocaïne, parce qu'elle part aussi d'expérience de proximité. En termes d'écriture. En termes d'écriture, oui, bien il y sûr, a bien sûr. de l'expérience de la proximité, de la substance qui est donnée justement par. Oui, bien sûr. Enfin, d'ailleurs, j'avais noté un petit extrait, mais je crois pas. Où justement elle parle de ça, justement sur la nature même des textes, du texte qu'elle produit. Ça, c'est très vrai dans la gentrification, ou sur quelque chose qui se construit sur qui ne va pas s'appuyer que sur une espèce d'objectivité ou de scientificité, et qui permet justement au texte de changer de registre, de naviguer entre les registres, avec aussi ces impressions de cut-up des fois. Qui sont très, très, très fortes, et moi auxquelles, en tout cas en termes d'écriture, c'est vraiment des choses dont je me sens proche et qu'on a envie vraiment de travailler. Vraiment. Alors je peux en lire effectivement un bref passage. On appelle escalade la force qui dénature le conflit et le transforme en agression. L'escalade constitue une sorte d'écran de fumée qui masque la responsabilité d'une personne, ainsi que la manière dont elle participe à envenimer un conflit. En exagérant face à une situation banale, un conflit ordinaire ou un acte de résistance, en réagissant comme s'il s'était agi d'une agression, on évite de se confronter à nous-mêmes, nos familles, nos groupes de pairs, notre statut sérologique, notre pays, nos défauts individuels ou collectifs, ou encore nos angoisses qui font suite à un passé douloureux. Lancer une accusation nous permet de créer une colère artificielle et de ne pas assumer nos responsabilités. Comme je l'ai montré dans la première partie, envenimer le conflit jusqu'à le transformer en agression jette un voile sur nos désirs, sur le rôle que nous jouons dans les problèmes relationnels que nous rencontrons, sur les angoisses qui nous traversent en lien avec la sexualité, l'amour et le VIH, ou encore sur la manière dont nos passés hantent inutilement le temps présent. C'est aussi une manière de nier notre capacité d'agir et, ce faisant, d'accroître le pouvoir de l'État. Bref, l'escalade est un frein à la connaissance de soi. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Oui, je voudrais juste dire que donc, la gentrification des esprits a été traduite par Émilie Noteris
Mon musée de la cocaïne par Julia Burtin-Zortea et Mélancolie postcoloniale par Marc Saint-Upéry. Et voilà, qui ont fait un super travail. Donc, on mettra toutes ces informations sur le site de l'adresse. Et je les avec l'indication très précise des bibliographies et évidemment des traducteurs, bien sûr. Oui. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup pour l'invitation.